D'abord, je voulais vous féliciter pour la tenue de ce colloque, pour la qualité des présentations, la qualité des discussions. Et puis, merci à la PCA de nous avoir accueillis. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un... Ben, vous leur transmettrez, c'est vraiment très bien. Et je pense qu'il est vraiment, comme ça, tout a été filmé, je pense qu'il est essentiel de réussir à donner une vraie visibilité à ce qui a été échangé dans cette salle aujourd'hui. En fait, c'est toujours très bien d'avoir des fonctionnements en groupe comme ça. On crée des communautés, mais en même temps, il faut réussir à diffuser au-delà. Et quand les colloques sont nuls, il ne faut surtout pas faire, mais quand les colloques sont excellents comme aujourd'hui, il faut faire. Alors, en général, j'annonce combien j'ai de points. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, mais certains vont vite, rassurez-vous. D'abord, ce qui m'a frappé quand je suis arrivé, parce que je n'étais pas là ce matin, je faisais autre chose. Et quand, en arrivant pour déjeuner, et merci pour le déjeuner qui était excellent aussi, c'est la diversité des présents, des personnes qui étaient présentes, et ce qui s'est confirmé cet après-midi par la richesse des initiatives et la richesse des résultats. D'abord, la diversité des présents, le truc qui m'a frappé, c'était la moyenne d'âge, et que la parité est respectée dans cette assemblée, et ce qui n'est pas si fréquent que ça quand on fait des colloques dans le domaine agricole. Bon, ça, vous allez dire, c'est une boutade, mais c'était hier qu'il fallait en parler, donc on a juste une journée de retard, ce qui n'est pas beaucoup. Le deuxième point, plus de toute façon pour être sérieux maintenant, c'est quand même ce qui a été montré, c'est des avancées réelles en termes de réduction sur différents leviers. Et je ne parle pas de la partie cépage résistant, je reviendrai après, mais la partie cépage résistant, c'est plutôt une promesse pour demain. Mais dans la réalité des chiffres qui ont été montrés, il y a vraiment des avancées sur la réduction des usages en viticulture. Ce qui a été montré aussi, c'est beaucoup d'hybridation entre des réseaux, entre les réseaux fermes et les réseaux XP. Et ça pose quasiment, c'est une forme d'obligation de les renforcer. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on instruise au niveau de ces réseaux-là, c'est comment les viticulteurs qui sont impliqués dans les défis fermes autour de la viticulture arrivent à interroger les défis XP. Il y a des contacts, mais je pense qu'il faut les enrichir, il faut les organiser et faire remonter plus de questions. Globalement, mettre les gens qui conduisent les défis XP un peu sur la sellette, quoi. Maintenant, il faut qu'ils crachent un peu ce qu'ils ont fait. Surtout qu'ils ont fait des tas de choses. Et donc, il faut qu'on arrive à mettre ça en perspective. Et c'est de l'échange des deux que va naître les forces, certaines faiblesses et certaines mises en tension. Ce que l'on voit aussi, c'est la capacité qu'on a hybridée avec d'autres réseaux. Le réseau Oscar, qui a été présenté par François à l'instant, et montre bien que c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Enfin, quand Défi s'est mis en place, même dans les cerveaux les plus actifs de l'INRA, ça n'était encore même pas une idée peut-être, mais on voit bien maintenant qu'ils vont s'articuler avec d'autres choses. Et donc comment on arrive autour de cette forme de gigantesque machine qui est devenue, gigantesque entreprise qui est devenue Ecofito, comment on arrive à agréger, que ça devienne une forme de point de référence. Et quand je dis point de référence, c'est quelque chose que l'on regarde, non pas pour s'en prémunir, mais au contraire autour duquel on essaie de se brancher. Et ça me semble être important, et la diversité des présents aujourd'hui permet de faire ce genre de choses. La journée, donc ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est la journée, elle est vraiment au cœur des enjeux de la société et des enjeux de l'agriculture. Enjeux de l'agriculture, on a beaucoup regardé Ecofito comme étant un problème agricole, et la viticulture est un exemple clé où la problématique agricole est au plus proche du consommateur. Alors, il y a différents points qui montrent ou qui permettent de se dire qu'on est au cœur d'une actualité. On a parlé de services environnementaux, et une des questions, une des problématiques centrales de la PAC qui va être négociée pour 2020, c'est comment on va faire un paiement pour services environnementaux. Et donc, ça a été évoqué plusieurs fois par certains d'entre vous. Il y a des services environnementaux apportés par l'évolution des pratiques, comment on arrive à les faire reconnaître. Je n'y reviendrai pas, mais je pense que c'est un point sur lequel il faudrait réfléchir, sachant que la viticulture a tendance à être un peu en dehors de la PAC, et pourtant c'est un élément absolument central. On a, ce qui est le plus connu de tout le monde, une loi d'avenir du ministre Le Foll de 2014, que beaucoup voient comme étant un cadre de contraintes, qui en particulier s'est décliné dans ce qui a été évoqué aujourd'hui autour d'Ecofito et autour des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques, qui comporte en fait, c'est pas un cadre de contraintes, c'est un cadre d'orientation qui comporte deux ruptures absolument majeures par rapport à tout ce que l'on a connu comme système de protection par avance.
comme système de réglementation auparavant, c'est qu'on est dans une logique de moyens et pas dans une logique de résultat. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de résultat, mais ça veut dire qu'il ne faut pas on n'impose pas le résultat instantané. Ce qu'on impose, c'est la mise en œuvre de moyens favorables. Et puis le deuxième changement absolument majeur, c'est que c'est les opérateurs eux-mêmes qui proposent les leviers qu'ils vont être amenés à mettre en œuvre, et ce n'est pas l'État tout-puissant, entre guillemets, qui est à la fois maître d'ouvrage et maître d'œuvre. L'État n'est que maître d'ouvrage. Troisième élément de cette loi d'avenir, c'est l'agroécologie. Et ce que vous avez montré, en particulier cet après-midi, et j'ai adoré la discussion autour du désherbage, c'est que de plus en plus, le vignoble peut être regardé comme étant un écosystème. Alors que très souvent, il a été regardé comme quelque chose d'ultra-anthropisé, et que la biologie, à l'exception du cep et de ce qu'il connaît dessus, à savoir les champignons, le vignoble était anthropisé au bout. Ce que vous avez montré, c'est qu'il fallait le regarder comme étant un écosystème et que c'est ça qu'il faut gérer. Et je trouve que c'est une forme de rupture qui est introduite dans l'analyse qui est faite. Et puis, une des composantes de cet écosystème-là, c'est le sol. Et dans la loi d'avenir, ou une des conséquences de la loi d'avenir, c'est aussi cette dynamique qu'il y a autour du 4 pour 1000, stocker du carbone dans les sols. Les vignobles, dans les études qui sont faites en France en particulier, il y a beaucoup de travaux sur ce que sont les sols de France. Les vignobles sont les sols les plus pauvres qui soient. Il n'y a pas de carbone stocké là-dedans, enfin il y en a peu, c'est les plus pauvres. Il n'y a pas de carbone, il n'y a pas de vie microbienne. Il y a une sacrée corrélation entre les deux. Et ça veut dire que c'est lié au fait qu'on les a anthropisés au maximum. Et comment on réintègre cette question-là, sachant que le 4 pour 1000, ce n'est pas pour faire plaisir au ministre, c'est pour lutter contre le changement climatique. Et ça veut dire que tout le monde va devoir y aller. Et ça sera d'autant plus facile à faire qu'on est sur des sols avec des marges de manœuvre absolument considérables. Et les sols viticoles font partie des sols où on a des marges de manœuvre. Et c'est quand même pas des surfaces si ridicules que ça, avec presque 800 000 hectares en France. Toujours au cœur des changements en cours, il faut qu'on regarde ce qui se passe en termes d'innovation exogène, sachant qu'on a des innovations endogènes dans notre secteur, sur lesquelles je reviendrai après. Mais dans les innovations exogènes, il y a des innovations organisationnelles. Et parmi les innovations organisationnelles intéressantes, c'est cette histoire de classement temporaire dont il a été question tout à l'heure. Ça veut dire qu'il faut regarder des fois très très loin pour voir en quoi ça peut peser sur nous. Juste à titre d'information, Cabernet-Jura n'a pas de classement temporaire. Donc en théorie, vous n'avez pas le droit de commercialiser ce que vous récoltez dessus. Ou alors, il ne faut pas dire que c'est du Cabernet-Jura. Bon, donc vous n'avez pas le droit. Je n'ai pas dit que vous avez fallait faire autre chose. Mais en termes d'enjeux sur la société, la société ne veut plus de pesticides. On dit ce que l'on veut, mais la société n'en veut plus. On peut se poser des tas de questions sur pourquoi elle n'en veut plus. On n'a pas le temps ici, ou alors vous ne serez pas libre à 4h30. Il y a des tas d'hypothèses qui sont avancées. Ce que disait tout à l'heure Eric, c'est parce que c'est Monsanto qu'on ne veut plus du glyphosate, mais je pense que c'est peut-être un peu court, en fait, c'est plus compliqué que ça. Il y a aussi le fait que la société est une société urbaine et plus du tout une société rurale, et donc il y a une forme de distanciation par rapport à l'acte de production. Mais à la limite, peu importe, on s'en fout. Ils n'en veulent plus. Et comment on fait par rapport à ça? Et comment ça peut devenir une forme d'avantage? Alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant autour de la viticulture, c'est le fait que c'est un de ces objets extrêmement intéressants par deux dimensions. Le premier, c'est qu'on n'en a pas besoin. Donc, enfin, le viticulteur en a besoin pour vivre, mais le consommateur moyen en a pas besoin pour vivre. Et donc, c'est un objet plaisir, et ce qui fait que c'est un objet où il se passe des tas de choses. On se fait plaisir, il y a une forme de culture et de tradition qui est autour de ça. Et donc, il faut vraiment qu'on l'utilise pour ce qu'il est, pour ce plaisir. Et dès qu'il y aura un risque lié à un plaisir, il n'y a plus de plaisir. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le truc extrêmement intéressant autour de la viticulture et du vin, c'est qu'on passe son temps à vendre une tradition. Et c'est ça que l'on vend. Une image, une tradition, et regarder ce qui est fait sur la vente du vin français à l'étranger. Et en même temps, pour pouvoir se remplir les objectifs d'Ecophyto, on a besoin d'injecter énormément d'innovation. Et en fait, vous vous retrouvez avec cette tension entre un regard sur le passé et un regard sur le futur. Et c'est ça qui est au cœur de toutes les inventions et de tous les mouvements que vous êtes en train de générer. Et c'est ce qui se traduit dans le potentiel offert par le no-tourisme que vous nous décriviez tout à l'heure sur
le lac du Bourget. En passant avec Maud, on a trouvé où était caché tout le glyphosate qu'on avait perdu. Il est dans le lac du Bourget. Et non, mais vous voyez bien en fait que derrière ce potentiel de l'onotourisme, en fait, c'est là que se résout cette question de rebrancher la vision traditionnelle et le futur, parce que il est clair qu'un touriste qui vient et visite un vignoble tel que vous l'avez transformé, en fait, il achète une histoire, mais il achète une histoire du futur. Et c'est ça qui se joue, et je pense qu'il ne faut pas qu'on loupe ces occasions-là. On n'en a pas tant que ça, si vous faites le parcours de tout ce qu'il y a autour de l'agriculture. Vous n'avez pas beaucoup d'autres exemples que la viticulture pour faire ce genre de choses-là. Il n'y a qu'un autre exemple, mais qui est un peu plus compliqué à gérer, c'est celui des fromages qui est autour de ça. La société n'en veut plus, et le truc que je trouve extrêmement intéressant, c'est que les agriculteurs ont changé. Alors, certes, les agriculteurs qui sont intervenus cet après-midi, ils ont été triés sur le volet, voilà. Mais quand même, les témoignages de la journée sont extrêmement éclairants là-dessus, et j'adore ce genre d'intervention. Et encore une fois, merci à ceux qui ont organisé. On voit aussi qu'il y a des vraies dynamiques qui se mettent en place autour des réseaux défis. Ce que ça traduit, c'est un métier qui change. Et ça, c'est particulièrement important. Et donc, ce métier qui change, là aussi, on voit qu'il est en tension entre la tradition et la modernité, d'où des termes que vous avez utilisés, les différents viticulteurs qui ont été là, c'est valoriser une image, donc c'est une forme de tradition, mais en même temps, c'est une exigence de modernité. Je ne veux pas revenir à la bêche, c'est ce que vous avez dit, Monsieur Goriou. Enfin, pas vous, mais ce que quelqu'un vous avait dit. Et donc, on voit bien cette difficulté-là. Et donc, on est au cœur de ça, et je pense qu'il faut... Ce que ça signifie, c'est que quoi qu'il arrive, qu'il advienne aujourd'hui autour des produits phytosanitaires, et on sait que, comme on est... Enfin, si vous n'êtes pas au courant, mais on est en période d'élection présidentielle, pour ceux qui arriveraient de mars ce matin... c'est une question qui s'est posée. Qu'est-ce que ça veut devenir, ce bazar-là? Je pense que quoi qu'il advienne, rien ne reviendra là où il était il y a 7 ans. Le système s'est déplacé fondamentalement. Alors, qu'est-ce qui a été vu aujourd'hui? Il a été vu à la fois des leviers relativement techniques et puis un levier global qui est celui de l'accompagnement qui a été largement discuté ce matin. Sur cette partie conseil, la chose que je trouve intéressante, c'est de montrer qu'avec ce que l'on sait déjà, on peut faire beaucoup mieux. C'est-à-dire, à la limite, sans innovation technologique, on peut déjà faire mieux que ce que l'on a aujourd'hui. Alors pourquoi on ne fait pas mieux? C'est parce qu'on a des choses qu'on a du mal à adopter. Un élément que je trouve un peu saillant de la discussion qui a eu lieu ce matin, c'est le fait qu'on a le sentiment que parmi les différents leviers ou les différents mécanismes des rendements croissants d'adoption, le rendement croissant d'adoption, c'est les grands systèmes, les grands mécanismes qui font qu'entre deux technologies, vous en adoptiez une plutôt qu'une autre. Il y a un Américain qui a eu une superbe phrase, qui est Ben Arthur en 1994. Il a dit « c'est pas parce qu'une technologie est la meilleure qu'elle est adoptée, c'est parce qu'elle est adoptée qu'elle devient la meilleure ». Et c'est comment vous faites en sorte qu'entre deux techniques, il y en a une qui est adoptée, pas l'autre. Et dans les différents leviers des rendements croissants d'adoption, il y en a toute une série, il n'y en a pas tant que ça, mais quelques-uns. Il y en a un qui est apprendre en faisant, et c'est ce que font les réseaux défis, hein, c'est très clair, et la généralisation sur les 30 000, c'est ça qui est au cœur de ça. Et après, il y a dans les deux autres importants, il y a les fonctionnements collectifs, et donc le fait que des groupes d'agriculteurs se rassurent entre eux, et puis il y a le conseil qui s'appelle des externalités indirectes de réseau, directes de réseau, pardon. Et donc, ce que j'ai perçu dans les échanges de ce matin, c'est le fait que globalement le conseil pèse plus lourd aujourd'hui que le fait de fonctionner en groupe. Et ça, je trouve que c'est une question importante, en particulier parce qu'il y a une évolution des modalités d'accompagnement avec beaucoup plus d'accompagnement individuel. Alors, le réseau défis ne sont pas là-dedans parce qu'en fait, c'est plus de l'accompagnement individuel, c'est être pris par la main avec un ingénieur réseau à mi-temps pour 10 fermes, c'est quand même une prise en charge considérable. Mais même globalement, ce que l'on a autour de ça, c'est d'aller de plus en plus vers de l'accompagnement individuel, vers un conseil stratégique avec une discussion à la fois avant, ex ante, et un retour sur expérience après, en ex post. Et ce qui est caché derrière ça, c'est comment on arrive à prendre en charge ou à faire baisser l'aversion au risque des opérateurs. En fait,
on sait des tas de choses, et si on ne les met pas en place aujourd'hui, c'est parce que le viticulteur est un individu normal, ça c'est la très bonne nouvelle. Et comme tout individu, il a une aversion au risque. Et tout le monde, que ce soit viticulteur ou pas, on a une aversion au risque. La façon de faire baisser l'aversion au risque, c'est qu'on perçoit mieux le risque réel. L'aversion au risque, ça consiste à surestimer un risque. Et donc un risque faible est surestimé. C'est pour ça qu'on a tous des assurances. Et qu'on a rendu obligatoire par la loi d'ailleurs. Mais faire baisser l'aversion au risque, ça consiste à mieux percevoir ce qu'est le risque réel. Et donc le conseil, le premier objectif du conseil, c'est ça. C'est pas de dire il n'y a pas de problème, c'est quand il y a un problème, il est quantifié. Et donc ce conseil-là, il doit travailler sur ces questions et pas éluder des points, quoi. Donc, et le conseil, ça a été pointé ce matin, c'est l'importance des cohérences. Les cohérences au sein de l'exploitation, c'est une évidence. Les cohérences aussi au sein des structures de conseil. Il y a des conseils sur le phyto, il faut qu'ils soient cohérents avec un conseil qui peut se faire sur d'autres éléments. Ce qui est aussi extrêmement important pour que le conseil soit pertinent, c'est d'avoir les éléments pour prendre les bonnes décisions. Et donc, comment articuler le conseil et la prise d'information, donc la place de l'observation. Est-ce que demain, des nouvelles technologies pourront remplacer l'œil du viticulteur ou du vigneron et le remplacer partiellement, sachant qu'il aura toujours de toute façon la décision in fine. Mais comment articuler ça avec une prise d'information? Sur la question du conseil, ça pose aussi une forme de transition pour les organismes qui sont notamment comme les chambres d'agriculture. C'est comment ça se traduit en compétences nouvelles, et donc comment on les crée, ces compétences nouvelles, mais aussi comment on les reconnaît. Et donc, en termes de gestion des ressources humaines, ça pose des tas de questions. Donc ça, c'était le conseil. Après, il y a eu un certain nombre de leviers qui ont été présentés plus spécialement. Sur la viticulture, c'est ce que vous avez vu ce matin, avec une problématique extrêmement intéressante qui est celle de la dérive et où on voit bien qu'il y a des options. Et donc, il faut les utiliser. Que ces options ne sont pas tout à fait celles qui avaient été anticipées il y a quelques années. Et donc, il y a des machines qui sont aujourd'hui relativement récentes et qui, en fait, n'ont pas les bonnes machines. Donc, ça pose des tas de questions sur le paramétrage de ça, sur la qualification des machines. S'il y a à Montpellier, au niveau de l'UMT Ecotech Viti, qui est chez Irstea, des bancs de qualification de ça, en fait, aujourd'hui, ce qui sort de là n'a pas plus de valeur légale qu'au doigt mouillé. Et donc, il faut qu'on s'organise pour donner de la valeur à ça. Et pour le faire reconnaître, et le faire reconnaître, ça peut aussi signifier qu'il y a des formes de la même façon que vous avez des A, B, C, D, E, F sur votre frigo. On doit aller vers ce genre de qualification, sans parler que ça peut aller aussi vers des qualifications en termes de certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques. Je suis un fanat de ce truc-là, mais je suis payé pour, donc ça tombe bien. Il y a eu des tas de questions sur le désherbage. Donc là aussi, on retrouve en fait la question du lien au constructeur. Lien au constructeur, comment on arrive à avoir une offre alternative, sachant qu'effectivement, les constructeurs, ils ont complètement déserté ce genre de choses, quoi. Et ce que vous avez mis en avant, ce que vous avez montré, c'est que les logiques d'évolution des machines vers un agrandissement et donc vers des gains de productivité par l'augmentation de taille n'étaient pas la réponse. Et c'est quelque chose qui est assez troublant. La semaine dernière, il y avait le CIMA. Et quand vous allez au CIMA, ce que vous voyez, c'est des très grandes machines. Et on est encore dans ce dogme que pour être crédible, il faut être grand. Et donc, comment on arrive à créer ça? Alors, ce n'était pas tout à fait vrai, parce qu'il y avait le Hall 3 qui n'était réservé qu'à des petits constructeurs et des constructeurs nouveaux sur des petits modèles. Et donc, c'est la première fois que ça se produit dans l'histoire du CIMA. Je pense qu'il faut réfléchir à ces questions-là. C'est comment on arrive à associer les constructeurs pour avoir une offre nouvelle. Et puis, j'ai adoré l'expression de M. Goriou sur... et Émeric l'avait dit, l'herbicide, une parenthèse en viticulture. En fait, pour plagier quelqu'un qui fut la compagne du chef de l'État, ça va être bientôt merci pour ce moment, quoi, sur les herbicides. Et je pense qu'il faut qu'on intègre cette question-là. Ça, c'était pour vous réveiller, parce que vous étiez en train de vous endormir. Sur les variétés, ça a aussi été présenté. Merci à
à Loïc de nous avoir rappelé qui était Monsieur Bacot, je ne le savais pas, et donc où est-ce qu'il est Loïc? Hop là, merci beaucoup. Et puis, en tant que Montpellierin, tu as utilisé que l'américaine était une femme gironde, et j'espère que ça n'a pas généré de problème en Nouvelle-Aquitaine. Mais bon, et donc ce qu'on voit, c'est que derrière ça, c'est un levier qui est nouveau, en tout cas par rapport à la question que l'on a, même s'il a déjà été utilisé, parce qu'on est dans la même situation que le phylloxéra. À un moment donné, il a fallu introduire des ruptures absolument fondamentales. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette question de tradition versus modernité, la semaine dernière, je participais à un débat sur une chaîne de télé à l'occasion du salon, et un vigneron vendant son histoire en disant « mais je ne veux pas de cépage nouveau ». Et en fait, c'est oublier qu'un cépage comme le chardonnay, qu'on présente comme étant une tradition, c'est un croisement qui a été introduit il y a 150 ans. Et donc, à un moment donné, il y a eu une modernité qui s'est incarnée, qui a permis à la viticulture de se transformer, d'être la puissance qu'elle est aujourd'hui. Et la question que l'on a, c'est quand est-ce qu'on passe au cran d'après, quoi. Et donc, je trouve que ce qui a été présenté aujourd'hui montre ce changement-là. Et il est incarné par le fait que l'acceptabilité de ce système-là, de cette offre nouvelle par les professionnels agricoles, a changé de façon incroyablement brutale au cours des 3 dernières années. À l'INRA, on a ce matériel, donc il y a eu les bouquets, maintenant il y a les restes durs et toutes ces générations qui sont en train d'arriver. Il y a 3 ans, on prêchait dans le désert, quoi. On nous écoutait poliment parce qu'on est gentil et parce qu'on est l'INRA, mais ça ou rien, c'était à peu près la même chose. Parce que en fait, le timing n'était pas le bon, et maintenant, on est en retard, donc parce qu'on aurait dû aller beaucoup plus vite, comme si la réalité biologique, elle avait disparu. Et en même temps, nous, on a cette forme de responsabilité sur laquelle je reviendrai après, qui est incarnée dans le cadre de l'Observatoire Oscar, pour y aller, mais y aller de façon réfléchie et sans faire courir un risque à tout le monde. Alors, dernier point sur la variété et l'Observatoire Oscar. En fait, il est, comme je disais, articulé avec Défi Ferme et Défi XP, mais en fait, il a un point particulier, c'est pas du fonctionnement collectif, c'est ce qu'on appelle de la recherche participative, parce que ceux qui y participent sont transformés derrière. Et donc c'est une recherche, c'est une participation transformante qui est beaucoup plus puissante que ce que l'on avait imaginé au départ. Dernier point qui n'a pas été évoqué aujourd'hui, mais dans les leviers, il y a un levier majeur autour de ça, c'est les problématiques de données, qui sont collectées absolument partout, dans Agro6 pour les défis fermes. Le classement temporaire, si vous n'avez pas lu ce qu'il y a derrière le classement temporaire impose que les données et les résultats soient partagés. Donc il va juste falloir que tout le monde soit conscient de ce qu'il y a derrière ça. Mais encore une fois, les données une donnée individuelle n'a aucun intérêt, c'est le fait de les mettre ensemble qui a un intérêt. Si vous voulez voir ce que l'on peut faire avec des gros jeux de données, vous faites envoyer un papier qui vient d'être publié dans Nature Plants, qui est fait en fait avec les réseaux Ecophyto, et où vous regardez chaque point, il n'a aucun intérêt, c'est parce qu'il y a un peu plus de 1500 points sur la carte que vous pouvez commencer à faire quelque chose. Alors, j'ai presque fini, rassurez-vous. Un élément extrêmement intéressant qui n'a pas été évoqué, mais que je voulais pointer du doigt aujourd'hui, c'est on a une question fondamentale générique sur l'innovation, c'est que l'innovation en agriculture, elle se heurte à un problème ou à une particularité. Comme toutes les innovations, quand on va depuis l'idée jusqu'à l'application sur le terrain, on augmente la dépendance aux conditions locales. Conditions locales pouvant être les conditions de marché. L'agriculture associe en plus qu'il y a une forme d'exposition aux conditions pédoclimatiques, donc le climat et les conditions de l'année. Et donc, c'est un frein à l'innovation. La viticulture a ceci de particulier que depuis toujours, elle cherche à valoriser les dépendances des conditions locales en créant un effet terroir. Et donc je pense qu'il faut qu'on utilise au maximum cette capacité-là, parce que c'est le seul endroit où on peut maximiser le bénéfice que l'on a des dépendances aux conditions locales. Et comme toutes les démarches qui sont faites autour de la protection phytosanitaire consistent en fait à augmenter la dépendance aux conditions locales, c'est le principe même de l'agroécologie, on a la capacité, encore une fois, en viticulture, à lui donner un sens. Et ça veut dire que, et en particulier comme il y a une valorisation en général sur un circuit relativement court, puisque ça va assez vite dans une bouteille, cette histoire-là, je pense qu'il faut qu'on exploite cette capacité-là pour donner du sens à cette innovation en situation à forte dépendance aux conditions locales. On n'a pas travaillé cette question-là, mais je pense qu'il faut qu'on la bosse un peu plus. Et donc ça rejoint l'avant-dernier point qui est autour des questions nouvelles qui émergent. Il y a cette question des SHS autour des sciences humaines et sociales
autour des grandes transitions qui sont en train de se mettre en œuvre et en place autour de la viticulture. Et il y a François Auchereau, je ne sais pas si François est encore dans la salle, mais qui fait un travail autour de l'adoption des variétés résistantes. Mais plus largement que ça, je pense que c'est vraiment un super matériel pour travailler. On a des questions qui émergent autour de comment faire reconnaître les services écosystémiques rendus. Et là, encore une fois, ça peut passer par la vente des produits, l'AB, le no-tourisme, mais ça passe aussi par des politiques publiques autour de ça. Il y a des questions autour de la qualité des pulvérisations, il y a des tas de superbes questions autour de la génomique, de la génétique, des New Breeding Technologies, et puis toute la problématique autour de la gestion gérer ou quantifier plutôt les risques de contournement, et donc en conséquence de ça, optimiser les gestions. Alors pour finir, quelques tout petits points et tout petits messages. Le premier, c'est qu'on est au début d'une super belle histoire. C'est pas la fin, c'est le tout début. Et pourquoi on est au tout début? Parce que les pessimistes disent que Ecofito, il n'y a rien qui bouge. C'est normal qu'il n'y ait rien qui bouge, en fait, vu le temps qu'il faut pour organiser des transitions. On a besoin du temps pour montrer que des choses se mettent en place, commencer à avoir les résultats. Ça a été illustré aujourd'hui. On voit bien qu'on a des formes d'aléas qui, encore une fois, sont liées aux conditions de l'année. Mais on a besoin de temps de toute façon. Vous avez montré l'exemple sur le temps qu'il fallait pour changer la qualité des sols. Et c'est intrinsèque à l'écosystème de la vigne, le temps qu'il faut pour faire la création et l'inscription de variétés. Et puis, de toute façon, en viticulture, le temps qu'il faut pour remplacer une vigne. Il faut 60 ans pour remplacer les 800 000 hectares de viticulture en France. Donc, ce n'est pas la peine de dire demain matin ou demain, c'est le grand jour ou le grand soir, quoi. Voilà. Et puis, toujours sur l'histoire de temps, il y a un point qui est absolument central, c'est qu'on a une responsabilité pour aujourd'hui, c'est la responsabilité autour de la réglementation, c'est la responsabilité parce qu'il y a une économie dans les exploitations, mais on a une responsabilité pour demain, ça a été évoqué par M. Cuisset, la santé des utilisateurs, aujourd'hui et demain, parce qu'heureusement, ils ne sont pas impactés du jour au lendemain. Et puis, c'est la responsabilité pour demain de ne pas perdre des gènes de résistance que l'on a, parce que ceux-là, ils existent et on ne les crée pas. En tout cas, aujourd'hui, on n'arrive pas à le faire. Donc, on a cette question de temps et je pense que ça veut dire qu'il faut tenir et avoir un cap assez clair. Sur la vigne, comme ailleurs, il n'y a pas une solution avec un grand S. Il y a des solutions qu'il faut combiner, qu'il faut articuler, et qu'il faut apprendre à combiner pour assurer le fait que ces situations, elles durent et que l'économie dure aussi. Et ça veut dire qu'on va vers un système où c'est plus compliqué. Ça a été évoqué tout à l'heure. Il faut que nous apprenions à gérer de la complexité. Et donc, pour faire ça, il y a ce qui fonctionne ici. Il y a un point qui n'est pas évoqué et qui, pour moi, est l'élément central, c'est la formation. Où sont les formateurs et comment on forme les générations de vignerons de demain, les générations de conseillers, les générations de chercheurs. Le point central, pour moi, il est là, puisque justement, le temps est un élément incontournable. Il faut vraiment intégrer ça. Et le dernier point, c'est que de toute façon, c'est une histoire qui commence et il n'y aura pas de retour en arrière. Voilà ce que je voulais vous dire et il est 16h30.